Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News, une édition spéciale aujourd'hui consacrée à la gestion financière et aux sources de revenus des groupes terroristes. L'argent reste le nerf de la guerre, État mécène, rançon, contrebande ou trafic de stupéfiants. Des réseaux souvent complexes, gros plan dans un instant sur les principales organisations actives au Moyen-Orient. Qui sont leurs soutiens? Comment parviennent-elles à s'assurer des revenus plus ou moins réguliers? Nous recevrons également Ethan Haddock, rédacteur en chef chez i24 News. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Et on entre dans le vif du sujet avec d'abord cette nébuleuse dont le nom reste associé à la tristement célèbre série d'attaques du 11 septembre 2001. Depuis, Al-Qaïda a su diversifier ses sources de financement et aujourd'hui, le paiement de rançon pour des otages représente une manne facile et conséquente pour l'organisation. 66 millions de dollars pour la seule année 2013, des chiffres qui ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Johanna Citruc. 125 millions de dollars. C'est le montant qu'aurait perçu Al-Qaïda depuis 2008, uniquement grâce aux rançons. Un chiffre mis en avant par une enquête du New York Times. Et selon le quotidien américain, l'enlèvement d'otages est même considéré comme le business le plus lucratif de l'organisation terroriste. Les premiers à payer sont généralement les gouvernements européens, la France en tête. En 6 ans et demi, Paris a déboursé près de 60 millions de dollars de rançon aux djihadistes. En seconde position, la Suisse, avec quelques 12 millions de dollars, puis l'Espagne, avec un peu plus de 10 millions de dollars. Problème, chaque transaction en appelle une autre. Al-Qaïda sait que les Européens vont payer et n'hésite donc pas à augmenter ses prix. En 2003, libérer un otage coûtait environ 200 000 dollars, alors qu'aujourd'hui, ça tourne autour des 10 millions de dollars. Mais en plus de ces rançons, Al-Qaïda reçoit également des fonds d'individus ou d'associations caritatives, la plupart du temps basés dans les pays du Golfe. Des bailleurs de fonds parfois découverts et sanctionnés par les États-Unis. Voilà, et sur les 5 dernières années, un tiers des 53 otages retenus par Al-Qaïda étaient français. Londres et Washington, à l'inverse, affichent leur refus de payer des rançons et le nombre de leurs otages en ressort diminué. On va écouter d'ailleurs l'analyse de Dorothée Moisin, auteure d'une étude sur le business des rançons. Il est sûr que payer une rançon aujourd'hui, c'est l'assurance d'avoir plus d'otages demain. Puisque c'est dire aux ravisseurs, oui, si on enlève un Français, c'est payant. Les Français sont la deuxième nationalité enlevée dans le monde. Après les Chinois. Les Chinois, on va comprendre pourquoi. Et devant les Allemands. Allez, autre mouvement qui fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, les djihadistes de l'État islamique sont parvenus à prendre possession de vastes territoires entre l'Irak et la Syrie. Ils sèment la terreur et sont parvenus à amasser un trésor de guerre de plus de 2 milliards de dollars, de quoi en faire l'organisation terroriste la plus riche de la planète, loin devant les talibans, le Hezbollah libanais ou les FARC colombiens. Vol de banque, kidnapping, blanchiment d'argent, mais aussi trafic de pétrole. Johanna Citruc passe en revue l'ensemble de ces moyens. Une start-up presque comme les autres. Avec ses quelques 2 milliards de dollars de trésorerie, l'État islamique est souvent comparé à une réelle entreprise. Ça représente par exemple 4 fois la richesse du Hezbollah. De l'argent, principalement récolté grâce au pétrole. L'organisation terroriste posséderait 1 milliard de dollars en Irak et en Syrie, uniquement grâce à cette activité. Mais l'or noir n'est pas la seule source de revenus. Il y a aussi les vols de banque, le blanchiment d'argent, ou encore les vols d'antiquités. Sur le plan des ressources humaines, le nombre de combattants, volontaires ou forcés, a explosé. Ils sont actuellement 80 000, contre à peine plus de 1000 il y a seulement 2 ans. La raison, l'État islamique contrôle de plus en plus de villes, des territoires de plus en plus grands. Plus de 90 000 km² à cheval entre l'Irak et la Syrie. Et comme toute entreprise qui se respecte, l'organisation terroriste a publié un rapport annuel de plus de 400 pages pour détailler ses activités. Le nombre de voitures volées, de missiles lancés ou encore de personnes capturées. Une communication de la terreur en parallèle d'une véritable gestion financière. Oui, un financement auquel souhaitent s'attaquer les Occidentaux, conscients du risque stratégique que présente ce type d'organisation. On va écouter le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Beaucoup ce matin ont insisté sur la nécessité de tarir le financement de ce groupe terroriste. Et une conférence sera prochainement organisée à l'initiative
de nos amis du Bahreïn. Et après les djihadistes sunnites, gros plan sur une autre organisation active dans les combats en Syrie, le Hezbollah chiite libanais s'est mué en 30 ans d'un groupe restreint à une véritable milice fortement équipée et entraînée par l'Iran. La lutte contre Israël fait partie de ses priorités. Alors côté financement, Téhéran et Damas ont largement contribué au développement du Hezbollah, mais le mouvement s'est aussi lui-même créé de nombreuses sources de revenus. La drogue ou la contrefaçon en font partie et Anthony Ness fait le bilan de cet éventail de recettes. Depuis 1982, l'Iran finance le Hezbollah. Armes et conseils militaires ont été fournis gratuitement pendant 3 décennies, des investissements réalisés pendant la guerre du Liban. À l'époque, le pays farci avait saisi l'opportunité de menacer Israël à ses frontières. Aujourd'hui, le Hezbollah reste toujours menaçant mais puise dans ses ressources financières. 2 raisons, son engagement militaire aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie et l'arrêt complet ou partiel de financement de la part de l'Iran. Selon des sources libanaises, si l'ayatollah Khamenei continuerait à financer l'organisation terroriste, le président Rouhani aurait fermé le robinet. Un changement qui fait suite à de nouvelles pressions internationales. L'Europe a reconnu le mouvement comme une organisation terroriste en 2013, ouvrant la voie à la lutte contre le blanchiment d'argent. Fer de lance de ce combat, les États-Unis. La Chambre des représentants a lancé fin juin une série de mesures. Elle sanctionne le Hezbollah, sa chaîne télévisée Al-Manar et l'ensemble des banques commerciales et centrales engagées volontairement avec le parti chiite libanais. Il faut dire qu'avec les années, le Hezbollah a tissé un véritable réseau criminel. Raquettes, blanchiment, contrefaçon, trafic de drogue, de diamants et d'armes. Autant de sources de financement qui peuvent permettre à Hassan Nasrallah de financer seul ses hommes et ses armes. Une véritable pieuvre très présente en Afrique et en Amérique du Sud. Et on va s'intéresser à un acteur majeur du récent conflit à Gaza. Le Hamas a longtemps lui aussi bénéficié largement des fonds iraniens et la guerre en Syrie a contribué à tarir cette source. Aujourd'hui, les regards se tournent vers le Qatar. Doha avait promis il y a 2 ans 400 millions de dollars en faveur de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Shimon Peres, l'ancien président israélien, a dénoncé ces derniers temps ce soutien qatari. Un soutien indispensable aujourd'hui à la survie du mouvement qui s'appuie par ailleurs aussi sur la contrebande. Le point avec Éric Berdugo. Durant l'opération Bordure protectrice cet été qui opposait Israël et le Hamas à Gaza, le Qatar aurait eu un rôle prédominant. Le royaume, connu pour ses nombreuses mines de pétrole, a été accusé par le président israélien sortant, Shimon Peres, de financer l'organisation terroriste. Alors qu'en 2012, à la fin de l'opération Pilier de défense, l'émir du Qatar avait promis 400 millions de dollars pour reconstruire Gaza, Ban Ki-moon, le secrétaire général aux Nations Unies, a récemment déclaré au Times of Israel que le financement de la terreur devait cesser. Depuis que l'Union du gouvernement national palestinien a arrêté de payer les fonctionnaires du Hamas, le Qatar, qui accueille son chef politique Khaled Meshal depuis 2 ans, a essayé de transférer des fonds finalement bloqués par Benyamin Netanyahou, selon un communiqué de son bureau. Gershon Baskin, le fondateur et coprésident du Centre israélo-palestinien de la recherche et de l'information, affirme au site internet Ynet que les tunnels et les armes du Hamas sont principalement financés par la contrebande, un marché renforcé par les blocus israéliens et égyptiens sur l'enclave palestinienne. Selon lui toujours, l'argent du Qatar ne sert exclusivement qu'à l'achat de carburant et la construction de quartiers résidentiels. Le Qatar jouerait donc sur 2 tableaux. Alors qu'il abrite la plus grande base de l'armée américaine du Moyen-Orient, il financerait en même temps divers groupes islamistes de la région. Voilà, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient que le terrorisme est une menace concrète. En Afrique de l'Ouest, les salafistes de Boko Haram terrorisent des populations entières au Nigeria et inquiètent les autorités. On va écouter l'avis de ce chercheur à l'Institut français de géopolitique qui nous parle des spécificités de ce mouvement africain. Boko Haram s'alimente en fait sur les armes qu'ils volent ou qu'ils achètent même aussi à l'armée nigériane, il faut bien le voir. Donc là, il n'y a pas besoin d'hommes d'affaires libyens, qataris ou saoudiens, il faut arrêter de fantasmer sur les liens avec Al-Qaïda de ce point de vue. Il y a des sources de financement local. Évidemment, les gains territoriaux, les victoires militaires de l'État islamique en Syrie et en Irak, c'est une source d'inspiration pour Boko Haram, qui s'en revendique aussi, pour dire à quel point ils sont en train de monter en puissance face à l'armée nigériane. Donc ça fait partie du décorum en quelque sorte. De même, si vous regardez les vidéos de Chicago, vous verrez que l'iconographie est très proche de celle d'Al-Qaïda. Et nous sommes en ligne depuis Paris avec Jean-Charles Brizard. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant international, spécialiste des questions liées au terrorisme et à son financement. D'abord, un mot sur tous ces mouvements dont on a parlé. Globalement, on voit qu'il ne manque pas de moyens de financement, malgré, on pourrait le penser, la plus grande traçabilité aujourd'hui des circuits de financement internationaux. Disons qu'il y a de moins en moins effectivement de financement traçable, c'est-à-dire de financement qui passe par un système financier traditionnel, le système bancaire en particulier. En revanche, on assiste au même type de financement, en tout cas en termes de sources, à la fois financement d'État, financement d'ONG, provenant donc de donateurs, d'ONG institutionnelles, et puis de plus en plus le développement d'un financement, un autofinancement, c'est-à-dire un financement de sources locales. Et ça, c'est ce qu'on voit se développer le plus aujourd'hui à travers les groupes dans le monde entier. Ouais. Et le soutien de certains États, on en a parlé parfois simplement en fermant les yeux, est-ce que c'est bien souvent une condition incontournable pour que ces mouvements puissent finalement s'alimenter en fonds ? Disons qu'à l'origine, oui, c'est une source de financement très importante pour la mise en place de ces groupes qui ont besoin de capitaux importants, notamment lorsqu'ils veulent installer des infrastructures, c'est-à-dire des camps d'entraînement, etc. Ça a été le cas d'Al-Qaïda, par exemple, qui a bénéficié pendant longtemps d'un soutien quasi institutionnel. En tout cas, il passait par des institutions privées ou par des donateurs privés de l'Arabie Saoudite, d'autres États dans le Golfe. Ça a été également le cas c'est toujours le cas pour certaines organisations terroristes qui ont besoin de ce soutien très important, l'Iran en particulier, les amis du Hezbollah bien entendu, qui ont besoin de ce soutien au moins pour se mettre en place. Et on a vu ça à travers le monde dans les 30 dernières années. Oui. Ouais. Et d'après vous, il y a aujourd'hui des outils, des moyens pour entraver ces financements ? C'est très difficile parce que ce financement extérieur d'État passe, je vous le disais, de moins en moins par le système financier traditionnel. Il emprunte des voies détournées, il passe par des intermédiaires, par des porteurs de valises, tout simplement, parfois. Et donc, bien sûr que ces financements évitent à tout prix de pouvoir être identifiés. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de groupes se tournent vers l'autofinancement. Merci Jean-Charles Brizard pour toutes ces explications. Et on va accueillir à présent Ethan Haddock. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef ici sur i24 News. Vous vous êtes penché ces derniers temps sur les recours contre justement les banques ou les organismes qui participent de près ou de loin, volontairement ou pas, au financement de ce type d'organisation. Alors comment lutter justement contre ces financements ? Aujourd'hui, on sait que ça passe aussi par les voies juridiques. Tout à fait. Alors un cas qui est en train de se jouer justement à New York depuis le mois d'août où 300 familles de victimes de terrorisme, principalement en Israël, mais qui sont pour la plupart de nationalité américaine, ont intenté un procès à une banque. C'est une première, la première fois que sous ce qu'on appelle Anti-Terrorism Act, c'est-à-dire la loi antiterroriste américaine, eh bien des civils prennent part et intentent un procès à cette fois une banque, l'Arab Bank, une banque donc la banque arabe, qui se situe dont le siège social est en Jordanie, mais qui a beaucoup de succursales, notamment à Beyrouth et d'autres pays. Et bien tout simplement, les plaignants accusent cette banque d'avoir financé des membres du Hamas, en particulier le porte-parole du Hamas à l'époque via la succursale de Beyrouth et surtout via une ONG, donc un compte appartenant à une ONG qu'on appelle la Saudia Committee, le Saudia Committee, d'avoir récompensé ou en tout cas compensé les familles des terroristes et surtout de ceux qui des kamikazes. Avec une incitation, une forme d'incitation. Tout ça, voilà, tout à fait. Et donc ce procès se déroule depuis le mois d'août. On arrive au stade des conclusions, on y est arrivé vendredi, et le jury va devoir statuer et décider si la banque savait qu'elle finançait le terrorisme. C'est la question qui se pose et ça ruinera avec des efforts de condamnation peut-être ? Exactement. Alors de condamnation peut-être pas, mais en tout cas une compensation d'1 milliard de dollars, c'est ce qu'il demande. C'est surtout une jurisprudence qui va être comme un tremblement de terre, puisque la question va se poser aujourd'hui pour toutes les banques qui agissent dans ce milieu, surtout au Moyen-Orient. Comment vont-elles pouvoir agir par la suite ? On sait que des États sont aussi, pas seulement des banques, mais ces banques appartiennent à des États. On a parlé du Qatar, évidemment. Ouais, alors justement, vous ne pensez pas que ces banques conserveront de toute façon le soutien de ces États dont on a parlé et que ça leur suffira finalement pour continuer ces activités ? Écoutez, les États-Unis sont les États-Unis. C'est un pays, vous savez, qui sont capables de juger, de statuer là-dessus. Ils l'ont fait avec la BNP sur d'autres banques avec des moyens de pression derrière. Avec des moyens de pression derrière. Aujourd'hui, effectivement, ces États sont un des moyens. Il y a des institutions, toutes les institutions bancaires regardent, les yeux sont rivés. Et il faut le dire, pas seulement des banques jordaniennes ou arabes, mais tous les yeux sont rivés sur la
la décision qui va être prise par le jury. Alors il va falloir décider deux choses. Est-ce que ces attentats étaient prévisibles par la banque et est-ce que des personnes physiques de la banque savaient qu'elles finançaient des actes terroristes? C'est la question qui va être posée. C'est là-dessus que ça se joue. Et d'après vous, si ces procès aboutissent, est-ce que ce sera suffisant pour freiner sensiblement le financement de ces activités? Écoutez, je vais reprendre la formule de l'avocat de la défense qui disait: vous n'arrêterez pas le terrorisme avec des balles, vous n'arrêterez pas le terrorisme avec des bombes intelligentes, vous stopperez les terroristes en prenant leur argent. Ouais. Et vous pensez que c'est le fait qu'il y ait trop d'intérêts peut-être imbriqués, ces banques-là, est-ce qu'elles sont vraiment découragées, comme Arab Bank, de ce type de procès, ou finalement ce sera sans suite? Ce sera certainement un impact pour la suite de toute manière, quelle que soit la décision du juré. Mais vous savez, comme le dit aujourd'hui l'avocat, on va le dire aussi, de l'avocat de la banque, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez acheter à la FNAC ou à Walmart avec votre carte de crédit, on ne vous demande pas si vous êtes un terroriste. Donc c'est très difficile, il y a une problématique de traçabilité et de blacklist. C'est-à-dire que la banque dit: moi j'ai regardé ces noms, les noms ne figurent pas sur la blacklist. Ça ne suffit pas pour ces plaignants. On attend la réponse. Merci beaucoup Ethan Haddock pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Et c'est tout pour cette spéciale d'Économie Le Mag. Merci à vous d'avoir été avec nous et restez avec nous. L'information revient sur i24 News.